Le Golden State Killer est un violeur et un tueur en série qui a semé la terreur en Californie de 1976 à 86. Plus de 50 viols et au moins 12 meurtres. Pourtant, il échappait toujours à la police. On a échafaudé plusieurs théories sur son identité. Dans le nord de l'État, on a trouvé un indice qui pouvait être crucial. C'était certainement un cambrioleur expérimenté. Qui était cet homme et comment avait-il pu s'en tirer sans être identifié pendant toutes ces années? This case is why we lock our doors at night. Attacked all over California. The community was taken hostage. Brutal homicides. One of the most prolific serial killers in the history of this state, if not in this nation. Today we're going to launch a national campaign to help identify the Golden State Killer. With the 40th anniversary, this serial offender was probably one of the most prolific, certainly in California, possibly within the United States, but we'd never give up. And we are out there looking, we're continuing to look, and we're hoping to move this case forward. Thank you. Il y avait de nombreuses théories à son sujet. L'une d'elles était qu'il évoluait dans le secteur médical. On pensait que c'était un infirmier ou un médecin. D'autres ont émis l'hypothèse qu'il travaillait dans le bâtiment. Il pouvait aussi être militaire. Ça lui aurait permis d'être affecté dans plusieurs villes. À l'époque, il y avait beaucoup de militaires à Sacramento. La base aérienne de McClellan était au nord et celle de Mather au sud. On avait l'intuition que le coupable pouvait avoir un lien avec l'armée. 5 des 15 premiers viols se sont produits dans une zone très restreinte de Cordova Meadows. C'est à 2 pas de l'entrée de l'aéroport de Mather. Le suspect pouvait travailler dans l'armée de l'air. Il lui suffisait de sortir de la base et de se rendre dans le quartier le plus proche en quête de proie. On ne savait pas avec certitude s'il avait vraiment un lien avec ce camp militaire. Ce qui est sûr, c'est qu'il affichait une forme de froideur et de discipline. Il avait une façon de se comporter qu'on apprend à l'armée. Il a montré plusieurs fois de quoi il était capable. Il n'hésitait pas à traverser des canaux pour s'enfuir. Il se repérait très facilement et ne perdait jamais de vue son objectif. C'était compatible avec une formation militaire, mais aussi un simple intérêt pour l'armée. Il était très athlétique. Quand il était poursuivi, il arrivait à sauter par-dessus les clôtures. D'après les témoins, il le faisait avec une facilité étonnante. D'autres l'ont vu en train de ramper au sol, vêtu d'un treillis. Certains ont remarqué qu'il avait des Rangers, comme celles que portent les militaires. Il connaissait bien les armes à feu. Quand ses victimes en possédaient une, il prenait soin de vider le chargeur avant de passer à l'acte. Il savait comment faire. Le tueur semble s'être servi d'un pistolet différent à chaque fois. Il se les procurait probablement en cambriolant des maisons. Plusieurs victimes venaient d'une famille de militaires. Elles ont déclaré que l'agresseur se comportait et parlait comme s'il en était un. Je suis devenue infirmière dans l'armée de l'air à 21 ans. Si on compte mes périodes d'activité et celles où j'ai été réserviste, j'y ai passé 30 ans. Juste après m'avoir violée, il m'a dit « Je t'ai vue au club des officiers la semaine dernière. Tu étais très mignonne. » C'était un établissement réservé à ceux qui travaillaient sur la base, au personnel des armées et notamment aux officiers. Les civils ne pouvaient pas entrer. S'il m'avait vraiment vu là-bas, ça voulait dire que c'en était un. En tout cas, il savait que mon mari et moi travaillions dans l'armée de l'air. Mais comment? Il avait peut-être vu ma carte d'identité militaire ou mon permis de conduire. Il a mentionné plusieurs fois son expérience dans l'armée. Mais comme il était très secret sur tout le reste, on ne comprenait pas pourquoi il donnait autant d'informations à ce sujet. Ses propos étaient peut-être un moyen de nous mener sur une fausse piste. Pour moi, ce n'était pas un militaire, mais l'armée avait eu une grande influence sur lui.
On s'est aussi demandé s'il travaillait dans le secteur de la santé. C'était le cas de beaucoup de ses victimes. Certaines étaient employées dans des pharmacies ou des cliniques. D'autres étudiaient la médecine. Des témoins l'ont même vu arriver sur la scène de crime avec une sacoche de médecin. Ces éléments mis bout à bout pouvaient laisser penser qu'il évoluait dans ce domaine. J'ai épluché les rapports pour trouver des points communs. J'ai remarqué qu'il y avait souvent un lien avec les services de santé. La mère d'une jeune fille qui avait été violée travaillait dans un cabinet médical. Dans le sud de la Californie, ce sont les docteurs Manning et Offerman qui ont été tués. Quand elle a été assassinée, Manuela Wilson venait de rendre visite à son mari à l'hôpital. Dans le comté d'Orange, Patrice Harrington a été violée avant d'être abattue avec Keith, son mari. Elle était infirmière et lui en fac de médecine à Irvine. Ces détails m'ont poussé à chercher un homme qui occupait un poste dans un établissement de santé et qui aurait eu une raison d'aller à tous ces endroits. Mais ce n'était que mon hypothèse. D'autres enquêteurs suivaient des pistes différentes. Moi, je trouvais simplement que ça faisait beaucoup pour être une simple coïncidence. Ce n'était que des théories. On avait des intuitions, mais aucune preuve. Dans les années 70, de nombreux projets d'aménagement ont été lancés, à la fois dans le nord et dans le sud de la Californie. Il suivait peut-être ces chantiers et se rendait dans les zones qui s'urbanisaient le plus. Il a commis plusieurs meurtres à proximité des sites de construction, peut-être simplement parce qu'il y en avait dans toute la Californie, ou alors il était salarié dans le bâtiment. En tout cas, il ne fallait pas négliger cette piste. There is a new lead in a double murder that took place in Goleta more than 30 years ago. Jerry Domingo and Gregory Sanchez were killed in 1981. Investigators discovered traces of paint at the scene, which is evidence they believe links the crime to several other cases. On a aussi étudié la possibilité que le tueur travaille dans le secteur du bâtiment ou de l'immobilier, notamment parce qu'on a retrouvé des traces de peinture sur 2 scènes de crime à Sacramento. Des lacets qu'il avait utilisés pour ligoter ses victimes et qu'il avait abandonnés sur place étaient recouverts de taches. Les analyses ont révélé qu'il s'agissait de revêtements mural. On avait peut-être affaire à un peintre en bâtiment. Le suspect avait probablement repeint une maison en bleu. Mais ça pouvait tout aussi bien être un particulier qui avait décidé de rafraîchir la sienne qu'un professionnel. Quand les Smiths ont été assassinés en 1980, leur quartier était en pleine expansion. Des immeubles sortaient de terre un peu partout. On avait 2 hypothèses. Leur meurtrier était soit un ouvrier ou un peintre, soit un employé de bureau, comme un ingénieur ou un architecte. Dans le nord de l'État, on a trouvé un indice qui pouvait être crucial. En étudiant cette affaire dans sa globalité, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'hypothèses différentes et qu'elles tenaient toute la route. Est-ce qu'il était militaire, médecin, maçon? Pourquoi s'attaquait-il à des maisons luxueuses du sud de la Californie? Je me suis dit qu'il fallait suivre les indices, que ce seraient eux qui me permettraient de le démasquer. À Danville, on a retrouvé un plan sur la scène de crime. C'était peut-être important. Le violeur des quartiers Est a fait sa 43e victime ici, à Danville, le 9 septembre 78. C'était la première fois qu'il sévissait dans cette ville. Il a sauté par-dessus la palissade et s'est enfui par ce chemin, qui était une voie ferrée à l'époque. La police a été alertée et la brigade cynophile est intervenue. Les chiens ont tout de suite repéré l'odeur du criminel. La piste longeait la clôture jusqu'à cette intersection. Les enquêteurs en ont conclu qu'il était reparti en voiture. Dans sa fuite, il a laissé tomber ce qu'on a appelé les indices papier. On les a retrouvés à peu près au niveau de ce panneau jaune, avec le nombre 16. Il y avait un texte manuscrit de 2 pages. Et la 3e feuille, c'était un dessin fait à la main.
Ça ressemblait à la vue aérienne d'un quartier. Au début, je me suis dit que c'était un plan dessiné par le prédateur pour se familiariser avec les lieux, avant de passer à l'acte. Et quand j'ai retourné la feuille, j'ai vu qu'il avait griffonné le mot « châtiment ». Il y avait aussi le prénom Mélanie qui avait été rayé. Ça collait avec notre hypothèse. Cet homme préparait méticuleusement ses agressions. J'ai contacté des professionnels du bâtiment, architectes paysagistes, urbanistes, ingénieurs, géomètres, promoteurs, ouvriers et conducteurs d'engins de chantier. Et je leur ai demandé d'étudier ce plan. Je l'ai fait régulièrement jusqu'à très récemment. Grâce à eux, j'ai compris que ce croquis était bien plus élaboré que ce que je pensais. En voyant ce plan, je me suis dit qu'il s'agissait d'un employé de bureau. Ce n'était pas un ouvrier qui participait directement aux travaux de construction. Je pensais que ce dessin avait été fait par quelqu'un qui travaillait dans l'immobilier ou dans le bâtiment et représentait un quartier qui n'était pas encore construit. Il pouvait servir à améliorer l'agencement des maisons et des routes, et il comportait des symboles utilisés par les professionnels. Mais ce lotissement n'a jamais vu le jour. Quand on découvre une piste ou qu'on trouve un suspect, on est souvent tenté de tout faire pour que ça colle avec notre hypothèse. Mais il fallait rester prudent et ne pas se concentrer sur une catégorie spécifique de personnes. Beaucoup de questions restaient sans réponse. On ne savait ni où il était, ni qui il était. Le profilage géographique, c'est l'étude de la localisation des scènes de crime pour comprendre pourquoi le criminel a ciblé ces endroits. Ça permet de savoir d'où il vient et où il se cache. Beaucoup de gens pensaient qu'il déménageait un peu partout en Californie et frappait près de chez lui. Le violeur des quartiers Est sévissait principalement dans la zone de Rancho Cordova et de Carmichael. Peut-être que lui ou un membre de sa famille vivait à Sacramento. Il pouvait aussi travailler dans la ville ou simplement y passer beaucoup de temps. En tout cas, il connaissait bien les lieux. Puis il a commencé à frapper à Stockton et à Modesto, plus au sud. Ces deux villes sont à respectivement 35 minutes et 1 heure de route. Il devait penser que l'étau commençait à se resserrer autour de lui à Sacramento. Pour moi, l'hypothèse la plus probable, c'est que le violeur vivait dans les villes où il a commis ses crimes. Son but, c'était d'aller là où la police ne le cherchait pas encore. Puis il s'est rendu dans le comté de Contra Costa, juste à côté. Là-bas, il volait souvent des couverts ou des ustensiles de cuisine, comme s'il comptait meubler son appartement. Donc il voulait peut-être rester dans la région. C'est là qu'on a observé un changement dans son comportement. Les crimes suivants ont été commis loin de là. Il a commencé à tuer dans le sud de la Californie. Ce sont deux zones très éloignées. Je ne pense pas qu'il venait à chaque fois en voiture jusqu'à Santa Barbara depuis le nord de l'État. Pour moi, c'est clair. Il a changé de domicile entre ces deux périodes. Est-ce qu'il a déménagé dans la région? Est-ce qu'il vivait là-bas? Ou ne s'y rendait-il que de temps en temps? J'avais une théorie différente des autres enquêteurs sur cette série d'homicides. C'est pour ça que j'ai eu une autre approche. J'étais convaincu que le violeur des quartiers Est avait toujours habité à Sacramento et qu'il choisissait délibérément de frapper dans des zones plus éloignées. Quand on regarde les crimes qu'il a commis dans le comté de Contra Costa, on remarque qu'ils suivent l'Interstate 680. À Sacramento, on voyait qu'il connaissait les lieux. Là, ça n'avait plus l'air d'être le cas. Je pense qu'il quittait volontairement la ville pour se rendre loin de chez lui et brouiller les pistes. Au sud de la Californie, dans le comté de Santa Barbara, les 3 agressions ont eu lieu le long de la rivière San José.
S'il avait habité là-bas, et s'il avait bien connu les lieux, je pense que ces crimes auraient été répartis sur une zone plus étendue, comme à Sacramento. Mais ce n'est pas le cas. Janelle Cruz, qui a été tuée en 1986, habitait à 3 km à peine de l'endroit où Manuela Wisun avait été assassinée 5 ans plus tôt. Pour moi, ça montre bien qu'il ne choisissait pas ces zones au hasard. Je ne pense pas qu'il ait vécu dans le sud de la Californie. À mon avis, il était simplement de passage dans ces villes, peut-être dans le cadre de son travail. Il y allait régulièrement, toujours à la même période de l'année, en mars et en août 1980, puis février et juillet 1981, 2 fois par an. Il commettait des meurtres là-bas parce qu'il savait qu'il retournerait bientôt à Sacramento et que la police concentrerait ses recherches dans le sud de l'État. Il y a forcément une explication à cette pause. Il a dû se passer quelque chose dans sa vie qui l'a obligé à quitter la région ou qui lui a laissé très peu de temps libre pendant ces 5 années. Il n'a tué personne entre la dernière agression à Santa Barbara en juillet 1981 et son dernier meurtre, celui de Janelle Cruz en mai 1986. J'avais une théorie qui pouvait expliquer ce trou dans la chronologie. Je pensais que le Golden State Killer était incarcéré. 5 ans, c'est une durée qui pourrait correspondre à une peine de prison. On a longtemps étudié cette possibilité. S'il était militaire, ça pouvait aussi coller avec un déploiement à l'étranger. Mais il y a quelques années, on a appris que la 24e victime avait reçu un appel très perturbant. Cette femme travaillait dans un restaurant de Rancho Cordova en 1982. Et un jour, alors qu'elle était en service, quelqu'un l'a appelée. Elle est convaincue qu'il s'agissait du violeur des quartiers Est. La police a noté ce qu'il lui avait dit au cours de cet appel téléphonique. Quand il l'a agressée en 1977, elle ne travaillait pas encore dans ce restaurant. Si ce fait est aussi important pour nous, c'est parce qu'il a été passé en 82, en plein pendant cette période d'inactivité de 5 ans. Ça voulait dire qu'il n'était pas incarcéré à ce moment-là. Ce n'était pas un appel en PCV depuis une prison. Il était à Sacramento. Alors soit il l'avait suivi jusqu'à son travail, soit il faisait partie des clients présents ce jour-là. Elle l'a peut-être servi sans se douter que c'était l'homme qui l'avait violée 5 ans plus tôt. J'étais convaincu que le Golden State Killer n'était pas mort, qu'il n'avait jamais quitté la région de Sacramento où il vivait. Si on arrivait à remonter jusqu'à ses premiers délits, on avait plus de chances de trouver une affaire dans laquelle on pourrait l'identifier, et donc de résoudre cette affaire. La police a enquêté sur un grand nombre d'agressions sexuelles dans les années 70, mais il pourrait en avoir commis bien davantage. On ne sait pas s'il a réellement commencé en 76. Il sévissait peut-être déjà depuis bien longtemps. Je pense que depuis longtemps, il rôdait la nuit, il espionnait les femmes, il s'exhibait. C'était bien avant de commettre son premier viol. Cet homme était clairement un cambrioleur très expérimenté. Est-ce qu'il s'introduisait dans des maisons depuis 2, 3, 4 ans? On l'ignorait. Il entrait chez ses victimes et fouillait dans leur cuisine, dans les tiroirs. Il volait des bijoux, des pièces de monnaie et d'autres petits objets faciles à transporter. Notre intuition, c'était que le violeur des quartiers Est s'était fait la main en commettant d'abord des cambriolages. Les enquêteurs se sont mis à chercher des affaires identiques dans tout le pays. Ils ont trouvé une autre série de délits très similaires au crime du Golden State Killer. Le cambrioleur de Visalia a commis plus d'une centaine d'effractions entre le 6 avril 1974 et octobre 1975.
Je me disais que le violeur des quartiers Est, le premier Night Stalker, et donc le Golden State Killer n'étaient qu'une seule et même personne. Il y avait une théorie sur l'identité du tueur qui me paraissait très plausible. C'était que la police le connaissait déjà sous un autre surnom, celui de cambrioleur de Visalia. En 1974 et 1975, environ 150 maisons ont été prises pour cible dans la ville. Le violeur des quartiers Est a forcément acquis de l'expérience quelque part, et ces deux séries de crimes ont beaucoup de similitudes. Il y a plusieurs points communs entre le cambrioleur de Visalia et lui. En fouillant, ils retournaient tout dans la maison. Ils portaient tous les deux une cagoule et avaient une voix grave et rauque. J'étais convaincue que tous ces crimes étaient liés. Dans les années 70, Visalia était une petite ville agricole. Tout le monde se connaissait. À l'époque, la plupart des crimes et des délits qui avaient lieu dans le comté de Tulare étaient causés par l'alcool. C'étaient des gens qui conduisaient en état d'ivresse ou qui faisaient trop la fête. Mais il n'y avait presque jamais de crimes violents impliquant des personnes extérieures à la ville. Les cambriolages qui se sont produits à Visalia ont eu lieu dans un périmètre assez restreint qui s'étendait sur à peine plus de 3 km. On estime qu'il y en a eu environ 150. Pour en commettre autant dans une zone aussi limitée, il fallait que le coupable soit un habitant du quartier. On pensait que le voleur choisissait ses maisons parce qu'il avait grandi dans les environs. C'est par ici qu'il a été le plus actif. Il y a commis des dizaines de cambriolages. Il avait toujours le même mode opératoire. Il épiait les gens chez eux et rôdait la nuit. Il frappait souvent le week-end, le vendredi, le samedi et le dimanche. Vous avez été cambriolé en 70 ? On est rentré à la maison assez tôt en fin d'après-midi. Quand j'ai ouvert la porte, j'étais sous le choc. Je n'avais jamais vu une telle pagaille. Tout le contenu des armoires et des tiroirs avait été jeté par terre, comme si une tornade était passée par là. J'ai avancé dans le couloir et j'ai remarqué que tous mes caleçons étaient éparpillés, de la chambre jusqu'au salon. Pourquoi mes sous-vêtements? Je ne sais pas. C'est encore un mystère pour moi aujourd'hui. Dans au moins 45 affaires, le suspect a sorti des sous-vêtements des victimes et les a jetés par terre, comme si ça l'excitait. Il fouillait les tiroirs où les femmes les rangeaient, et il se masturbait probablement, parce qu'on a retrouvé des traces de lubrifiant qui n'étaient pas là avant. Quand je me suis intéressée au cas du cambrioleur de Visalia, j'ai remarqué qu'à chaque fois, il y avait une dimension sexuelle dans sa façon de saccager le domicile. Il se masturbait chez des victimes et lisait leur journal intime. Ça faisait partie de son rituel. Il y avait là une connotation sexuelle qui a alerté la police. On n'avait pas affaire à un cambrioleur ordinaire. C'était beaucoup plus grave que ça. Lui, il voulait montrer aux victimes qu'il avait pénétré dans leur maison et qu'il en avait pris le contrôle pendant un moment. Il leur prouvait qu'il était tout-puissant en mettant le désordre dans toutes les pièces. Généralement, les cambrioleurs entrent par effraction, volent un ou plusieurs objets précieux et s'en vont. Ce n'était pas le cas à Visalia. La plupart du temps, ils volaient des choses qui n'avaient pas de valeur. Ils dérobaient des bijoux et des babioles qui lui servaient de trophées, exactement comme le violeur des quartiers Est l'a fait plus tard. Quand je suis arrivé dans la chambre, tout était dérangé et sorti des tiroirs, mais il ne manquait rien. Il y avait les bagues de diamants de ma femme, des montres et un collier, mais il n'a rien pris. Puis on est allé dans celle de notre fille. À l'époque, elle devait avoir 10 ou 11 ans. Il manquait une boucle d'oreille de chaque paire, et il lui avait volé tous ses bracelets. Il n'y en avait plus un seul. Mais c'était de la camelote, ça n'avait aucune valeur. À part ça, il ne manquait rien. Il est aussi reparti avec une photo de ma fille.
Le violeur des quartiers Est volait les photos de ses victimes en bikini. Ça veut dire qu'il prenait le temps de parcourir les albums pour trouver celle qui lui plaisait. L'autre chose qui manquait, c'est mon pistolet de calibre 38. Il s'est passé autre chose de bizarre à l'époque? Oui, environ 2 semaines après, le téléphone a sonné. Ma femme a décroché, a hurlé et a laissé tomber le combiné. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Je l'ai ramassé et j'ai demandé qui était à l'appareil. Il m'a répondu « Je vais te dire la même chose qu'à elle. Je vais vous tuer, toi, ta femme et ta fille. » Je lui ai rétorqué « Vous savez où j'habite, je ne bouge pas d'ici. Vous pouvez venir si vous voulez, on vous attend. » Et j'ai raccroché. En février 1975, Claude Snelling était professeur de journalisme à l'université de Visalia. Quand il est rentré chez lui, il a vu un individu suspect rôder autour de sa maison. Un autre incident a eu lieu la même année en août. Sa fille Beth Snelling était dans sa chambre avec son petit ami. Il parlait de l'homme qui traînait dans le quartier. Elle se demandait s'il était en train de les épier. Elle a ouvert les rideaux et a vu le prédateur qui les espionnait. Cet homme devait être obsédé par elle. Il est venu à 2 reprises. Le 11 septembre 1975, vers 2 heures du matin, Beth a été réveillée par un inconnu. Il s'est penché sur elle et lui a mis la main sur la bouche. Il portait une cagoule où des trous avaient été découpés pour la bouche et les yeux, comme le violeur des quartiers Est. Il lui a dit « Si tu cries, je te tue, suis-moi ». C'est là que vivaient les Snelling en septembre 1975. Le cambrioleur s'est introduit dans la chambre de Beth, l'a enlevé et l'a fait sortir sur la terrasse. Il a été surpris par M. Snelling, qui avait été réveillé et qui a tenté de s'interposer. Son père Claude a entendu du bruit. Il est sorti pour voir ce qu'il se passait et s'est retrouvé face à cet homme. C'est là que l'agresseur lui a tiré dessus et l'a tué. Il a frappé la jeune fille 3 fois au visage et s'est enfui. La police a enquêté sur les armes qui venaient d'être dérobées. Un rapport datant du 31 août 1975 mentionnait qu'un revolver Miroku de calibre 38 avait disparu au cours d'un cambriolage. On a pensé que c'était votre arme qui avait tué M. Snelling. Je crois, oui. 2 ou 3 semaines après le cambriolage, un policier est venu me voir au travail pour me parler de l'enquête. Il m'a dit que les douilles retrouvées chez les Snelling correspondaient à mon pistolet. Cet homme était prêt à tout pour se protéger, comme le violeur des quartiers Est. Si ça ne se passait pas comme prévu, il n'hésitait pas à se montrer violent. Après le meurtre de Claude Snelling, tout le monde connaissait l'existence du cambrioleur. La police n'arrivait pas à le coincer. C'était très frustrant. On a placé tout le quartier sous surveillance pour l'interpeller. Mais ça n'a rien donné, jusqu'au 11 décembre 1975. 3 équipes ont été envoyées dans un quartier qui avait été identifié comme une cible potentielle du cambrioleur de Visalia. L'inspecteur McGowan en faisait partie. Il s'était caché dans le garage d'un voisin pour surveiller la maison qui risquait d'être visitée par le voleur. Vers 20h30, il a vu une silhouette s'approcher discrètement. Le policier a cru voir le cambrioleur de Visalia qui se faufilait dans un passage entre les 2 maisons.
Quand le suspect s'est dirigé vers le jardin, McGowan a décidé de sortir de sa cachette et l'a suivi, en longeant le mur. Il s'est confronté à lui. L'inconnu a levé les mains en l'air et a commencé à se retourner pour faire croire qu'il n'allait pas résister. C'est là qu'il a plongé sa main gauche dans la poche de sa veste. Il a sorti une arme et a tiré sur McGowan. La balle a touché sa lampe torche, qui a volé en éclats. Le policier a reçu des fragments de plastique au visage et dans les yeux. Il est tombé au sol et le suspect s'est enfui. Après cet incident en décembre, on n'a plus entendu parler de lui. Il n'y a plus jamais eu d'effraction similaire à Visalia. 6 mois plus tard, les viols ont commencé plus au nord, alors qu'il ne se passait plus rien ici. À Visalia, le cambrioleur a disparu en décembre 1975 et le violeur des quartiers Est a commencé à sévir en juin 1976. Où était-il passé? C'était le même homme. Il est allé à Sacramento après s'être fait la main dans le sud de l'État. Ces deux individus réagissaient de la même façon quand quelqu'un s'interposait. On le voit avec ce qui est arrivé à l'inspecteur McGowan et le meurtre des Maggiore. À chaque fois après ces incidents, ils sont partis ailleurs. Ils savaient tous les deux quand il fallait s'arrêter. Le policier a pu donner une description de son agresseur. Il faisait environ un peu moins d'1,80 m pour 70 kg. Il devait avoir entre 25 et 30 ans, mais il faisait beaucoup plus jeune, comme s'il n'était pas encore en âge de se raser. Le violeur des quartiers Est et le cambrioleur de Visalia se ressemblaient beaucoup. Ils faisaient la même taille, avaient la même corpulence et étaient du même âge, sans compter que leurs pointures étaient identiques. Le mode opératoire de ces deux criminels est étrangement similaire. Ils pénétraient tous les deux dans la maison par le même endroit, ils volaient le même type d'objet et avaient pour habitude de tout déranger chez leurs victimes. Ils fouillaient dans leurs affaires et les éparpillaient dans la pièce. Le cambrioleur de Visalia avait mis en place une sorte d'alarme pour ne pas être surpris. Parfois, il plaçait une bouteille ou un flacon derrière la porte de la maison ou en équilibre sur la poignée. Si quelqu'un entrait, il tombait et faisait du bruit. Ça lui permettait de s'enfuir. Il assurait toujours ses arrières. Le violeur des quartiers Est, lui, utilisait de la vaisselle ou d'autres objets comme système d'alarme. Il était le seul à le faire. Quand on compare le cambrioleur de Visalia, puis le violeur des quartiers Est, et enfin le premier Night Stalker, on voit qu'il y a une progression. Le premier entrait dans les maisons par effraction et les cambriolait, alors qu'il n'y avait personne à l'intérieur, jusqu'au meurtre de Claude Snelling. À Sacramento, il le faisait alors que les gens étaient présents. Il ligotait les femmes et les violait. Et dans le sud de la Californie, il s'est mis à tuer systématiquement. Il se croyait intouchable et devenait de plus en plus violent. On avait l'empreinte génétique du Golden State Killer. L'affaire pouvait être résolue. Mais ça faisait depuis 2005 qu'on cherchait une correspondance dans le fichier national d'empreintes génétiques du FBI. Sans résultat. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres façons d'identifier un criminel grâce à son ADN. Dans le comté de Los Angeles, une technique a fait ses preuves, la recherche en parentèle. Avec cette méthode, les enquêteurs vont chercher une correspondance partielle dans la base de données. Ça leur permet d'identifier un homme qui a un lien de parenté avec le suspect. À partir du moment où ils obtiennent un résultat, ce n'est plus qu'une question de temps avant que la police démasque le suspect. Le cas le plus connu où cette recherche a permis de résoudre une affaire, c'est celui du Grim Sleeper. Son fils figurait dans la base de données.
On a demandé au public de faire part de ses éventuels soupçons à la police. Je sais que personne ne veut accuser à tort un innocent, mais maintenant, grâce à la génétique, on peut immédiatement vérifier qu'il s'agit bien du coupable. De plus en plus d'entreprises spécialisées dans les analyses ADN permettent aux gens d'en savoir plus sur leurs origines. Le problème, c'était que l'utilisation de ces bases de données privées dans le cadre d'une enquête criminelle faisait encore débat. La seule chose à faire, c'était d'attendre que la justice prenne une décision et nous permette d'y avoir recours. On savait que le coupable volait des objets à ses victimes. Ça pouvait être des bagues, d'anciennes pièces de monnaie ou des boucles d'oreilles. Il leur prenait aussi parfois leur carte d'identité. On n'avait jamais retrouvé tout ce qu'il avait dérobé. Il les gardait peut-être comme trophée quelque part dans un tiroir ou un garde-meuble. Si quelqu'un avait trouvé ces objets en faisant du vide dans son grenier, ça aurait pu nous aider. Il mesurait entre 1,70 m et 80 pour environ 70 kg à l'époque. 40 ans plus tard, il pouvait très bien peser 120 kg. Il avait peut-être énormément changé depuis tout ce temps. On savait qu'il avait commis des meurtres dans le nord de la Californie, en particulier à Sacramento, mais aussi dans le comté de Santa Barbara et dans le sud de l'État. On recherchait donc une personne qui avait des liens avec ces trois régions. On a fait un appel à témoins. On a dit aux gens de regarder dans leur entourage. S'il y avait quelqu'un qui montrait une propension à la violence, il fallait le signaler. Il faut se rendre compte des horreurs que cet homme a fait subir aux victimes et à leurs familles, mais aussi à la population de la Californie tout entière. Quand on commet des crimes aussi abjects que les siens, c'est une souffrance insupportable pour les victimes et leurs proches, et pour tous ceux qui doivent en subir les conséquences. Je voulais absolument qu'il paie pour tous ces crimes. Il ne devait pas rester impuni. Il avait commis plus de 50 viols et 12 meurtres. L'idée qu'il puisse être encore vivant et mener une vie normale m'était insupportable. Sa place était en prison, voire dans le couloir de la mort. Le 2 février 1978, ma vie a été bouleversée. J'adorais Katie et Brian. Ils me manquent encore aujourd'hui. Ça n'allait pas changer l'enfer qu'on vivait à cause de lui. Ça n'allait pas faire revenir mon père et Charlene. Mais c'était tellement satisfaisant de savoir qu'il y avait un moyen de le coincer maintenant et qu'il ne pourrait plus s'en tirer. Il se croyait plus malin que tout le monde. Alors que c'était pas le cas. C'est un imbécile. Il a laissé son ADN sur toutes les scènes de crime. Je me suis toujours dit que si je laissais un détraqué comme lui me gâcher la vie, ça voudrait dire qu'il aurait gagné. Et je refusais de lui faire ce plaisir. Pour moi, la meilleure façon de prendre ma revanche, c'était de profiter de la vie. Je suis restée prudente, mais je n'ai pas voulu être réduite à ce qu'il m'avait fait. On était nombreux à souffrir à cause de lui. On avait le droit d'avoir des réponses pour tourner la page. On voulait pouvoir mettre tout ça derrière nous et avancer. Et je savais que c'était possible. It is time for our community to help us, to provide an answer, to put a face to that name, because when we match that name to that profile, that journey for justice will come to an end. Please help us end that journey for justice. So thank you. Le plus important, c'est la persévérance. C'est grâce à elle que l'être humain a toujours pu avancer, et ça ne changera jamais. Cette enquête en est la preuve. Si on a résolu cette affaire, c'est parce qu'on n'a jamais baissé les bras. Le plus prolifique de l'histoire de la Californie. Le Golden State Killer a commis plus de 50 viols et au moins 12 meurtres.
Le cambrioleur de Visalia, le violeur des quartiers Est et le premier Night Stalker sont probablement une seule et même personne, le Golden State Killer. On avait un ADN, alors il suffisait de retrouver la personne à qui il appartenait et on pourrait identifier le Golden State Killer. Cette affaire n'était pas insoluble. Ça pouvait être un voisin, un ami et même un membre de la famille. Qui était-il? Et comment avait-il pu échapper aussi facilement à la police pendant toutes ces années? We found the needle in the haystack, and it was right here in Sacramento. Le Golden State Killer a été identifié. Il s'agissait de Joseph James DeAngelo, un ancien policier d'Exeter et d'Auburn. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Il était payé avec l'argent des contribuables pour exceller dans le crime. Quand il était acculé, il n'hésitait pas à recourir aux armes. On savait aussi qu'il possédait plusieurs armes autorisées. Ce n'était pas un vieil homme fragile. C'est devenu l'actualité la plus brûlante du pays. C'était presque un moment historique. This case is why we lock our doors at night. Attacked all over California. The community was taken hostage. Brutal homicides. One of the most prolific serial killers in the history of this state, if not in this nation. Today we're going to launch a national campaign to help identify the Golden State Killer. Depuis son arrestation, j'ai l'impression de me confronter pour la première fois à ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, je me retrouve assise devant vous, à vous parler. Je n'aurais jamais pu l'imaginer il y a encore quelques semaines. Ça paraissait impossible. Pendant très longtemps, on m'a répété que c'était une histoire de famille. Je ne devais en parler à personne. C'était privé. Alors c'est très difficile pour moi. Ça m'a demandé du courage de me lancer. J'étais la 10e victime. J'avais 15 ans. Ma sœur travaillait et mes parents étaient à un dîner de Noël. Il était à peine 19h30, je jouais du piano. Tout à coup, j'ai entendu du bruit. Alors je me suis arrêtée. Comme le silence était revenu, je me suis remise à jouer. Et l'instant d'après, j'avais un couteau sous la gorge. Il m'a ordonné de ne pas faire de bruit et de me taire. Ensuite, il m'a emmenée dans la chambre de mes parents et il m'a violée. Il a recommencé 2 fois dans d'autres pièces de la maison. Après ça, mes parents m'ont interdit d'en reparler. Alors, pendant de nombreuses années, j'ai enfoui cette histoire au plus profond de moi. Pour surmonter ce drame, je l'ai occulté. J'ai commencé à travailler sur cette affaire en 2002 ou 2003. Le cambrioleur de Visalia, le violeur des quartiers Est, le premier Night Stalker, le Golden State Killer. En tout, il y avait eu plus d'une centaine de cambriolages, des agressions sexuelles, 13 homicides. On n'allait pas abandonner l'affaire si facilement. Mais il y a eu de nombreux rebondissements. Un jour, on avait une piste, le suspect cochait toutes les cases. Et puis, les résultats négatifs de l'analyse ADN venaient balayer nos espérances. Alors, on passait à un autre suspect et le même scénario se reproduisait. Au bout d'un moment, c'est devenu très frustrant. Et je crois qu'on a un peu perdu espoir. Un an avant ma retraite, l'enquête était dans l'impasse. Je venais d'éliminer mon dernier suspect principal.
Je voulais résoudre ce mystère avant de partir, et je savais que ma seule chance d'y arriver, c'était de revenir à l'ADN. Par chance, au même moment, j'ai été formé sur la généalogie génétique dans le cadre d'une autre affaire. La généalogie génétique est une méthode d'investigation encore très récente dans la police. Elle consiste à éplucher des sites de généalogie pour y chercher des liens familiaux avec le suspect. Cette méthodologie existait. Elle avait déjà été utilisée pour identifier des corps anonymes. Alors pourquoi ne pas s'en servir pour un suspect non identifié ? Était d'extraire son ADN dans un laboratoire de la police scientifique pour pouvoir ensuite envoyer l'échantillon obtenu à un laboratoire de tests généalogiques. L'une des principales difficultés était d'obtenir un échantillon d'ADN encore exploitable en quantité suffisante. Dans l'affaire du Golden State Killer, beaucoup d'analyses de données génétiques avaient déjà été effectuées, donc il ne restait plus beaucoup d'ADN à exploiter. Il fallait absolument qu'on trouve un nouvel échantillon. On a eu de la chance. À l'époque, les preuves scientifiques relevées sur la scène de crime de Ventura avaient servi à faire de nombreuses analyses, et une grande quantité de l'ADN disponible avait été épuisée. Mais heureusement, le médecin légiste en charge de l'autopsie de Charlene Smith avait prélevé une deuxième série de preuves de l'agression sexuelle. Elle avait été conservée intacte dans le bureau de la police scientifique pendant toutes ces années. Et quand ces prélèvements ont été remis au laboratoire de la police judiciaire de Ventura, on a pu récupérer une grande quantité d'ADN du Golden State Killer. C'est grâce à ça qu'on a pu procéder au test de généalogie génétique. En novembre 2017, Paul Halls est venu nous voir à Sacramento. Il nous a expliqué le principe de cette nouvelle démarche scientifique qui permet de mettre un visage sur un génotype. En janvier 2018, on a obtenu un profil génétique que j'ai téléchargé sur l'une des plus grandes bases de données généalogiques publiques. Ce site est une source gigantesque de données brutes. Quel que soit le laboratoire ayant effectué votre test génétique, vous pouvez ensuite y transférer le résultat obtenu. Près d'1 million de personnes ont contribué à l'alimenter. C'est une source de comparaison exceptionnelle. Ensuite, on reçoit une liste de compatibilité. Les personnes qui ont la plus grande quantité d'ADN commun se retrouvent en haut de cette liste. On cherche de longues séquences d'ADN identiques. Quand on retrouve une même séquence chez deux individus, ça veut dire qu'elles ont un ancêtre commun. On espère toujours trouver un frère, une sœur ou un cousin germain dans le système. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci, mais on a identifié près de 25 cousins au 3e degré. Ce sont les personnes avec qui on a un arrière-arrière-grand-parent en commun. La plupart des gens ne connaissent pas leurs cousins au 3e degré. La première étape a été de déterminer les liens qui unissaient toutes ces personnes. On a placé les connexions paternelles d'un côté et les maternelles de l'autre. Et à partir de là, on a remonté le temps jusqu'à trouver un point d'intersection. On a adopté une méthode de triangulation. De correspondance en correspondance, ils ont retrouvé la source de l'arbre généalogique, à savoir les arrière-arrière-grands-parents. Ensuite, ils ont disséqué cet arbre en avançant dans le temps. Ils se sont intéressés aux enfants des arrière-arrière-grands-parents, puis à leurs enfants, puis aux enfants de leurs enfants, etc. 5 policiers plus un consultant extérieur ont travaillé à plein temps sur ce projet pendant 4 mois. Pour compléter cet arbre, il a fallu mobiliser énormément de personnes. On est parti des ancêtres communs à toutes ces personnes, à savoir des gens nés dans les années 1820. La science nous a permis d'obtenir les séquençages ADN, mais ce n'était qu'un point de départ. Ensuite, on a envoyé des enquêteurs dans tout le pays, et principalement à New York. Ils sont allés dans les cimetières relever des noms, des dates de naissance et de décès sur les pierres tombales. Certains sites ont des ressources phénoménales en termes d'archives publiques, des actes de naissance, de mariage, qui nous ont permis de compléter ces arbres.
Dans le cas du Golden State Killer, on a fini avec un arbre qui comprenait plus de 1000 personnes. Ça s'annonçait compliqué. Les informations obtenues grâce au travail sur la généalogie ne sont que des noms sur une feuille. En se basant sur l'âge, la localisation géographique et d'autres données, on a commencé à écarter des gens et on a réduit le nombre de suspects à une poignée de personnes. Au départ, Joseph James DiAngelo n'était qu'un nom sur un bout de papier. Mais pour l'âge, ça correspondait. Alors on est parti de là. Il nous intéressait parce qu'il avait des liens avec la région de Sacramento. Il semblait avoir vécu à Rancho Cordova quand il était jeune. Géographiquement, ça collait. On a appris que Joseph DiAngelo avait été policier à Auburn, mais j'avais de gros doutes sur lui. J'avais du mal à saisir comment un policier travaillant à temps plein pouvait trouver le temps de rôder et d'agresser des gens dans tout le nord de la Californie. Pour moi, ça ne pouvait pas être lui. Tout a commencé avec un nom, mais plus on s'y est intéressé, plus on a fait des recherches et plus les pièces du puzzle se sont mises en place. Plus on récupérait de nouvelles informations, plus il devenait un suspect crédible. Arrivé à un certain stade, il fallait qu'on obtienne un échantillon de son ADN. Je travaillais sur cette affaire depuis 1994. J'ai enquêté sur un nombre incalculable de suspects, mais à chaque fois que les résultats de leur ADN nous parvenaient, ils étaient écartés. Quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à DiAngelo, de mon point de vue, il n'était pas spécialement plus crédible que les précédents. Il fallait que j'en sache plus sur lui. Je me suis rendu à son domicile en voiture et je me suis garé devant chez lui. J'espérais le voir sortir, pour l'observer et évaluer sa corpulence. Ça m'aurait permis de voir si nos soupçons étaient fondés. J'étais assis devant chez lui et je tergiversais. Est-ce que je devais simplement frapper à sa porte, me présenter et lui demander de se soumettre à un prélèvement d'ADN? Dans ma tête, il était assez peu probable qu'il soit le Golden State Killer. J'étais déjà passé par là de nombreuses fois et à chaque fois, ça avait été un échec. J'ai fini par décider qu'il était assez intéressant pour qu'il y ait une petite chance que ce soit lui. Mais j'en savais pas suffisamment sur lui pour être certain de pouvoir l'aborder sans déclencher une catastrophe. Alors je suis reparti. Le lendemain, j'ai rendu mon insigne et mon arme. C'était mon dernier jour. À la fin du mois de mars, j'étais officiellement retraité. On savait que cet homme avait 72 ans, mais il avait le mode de vie de quelqu'un de 50 ans comme moi. Il était en bonne condition physique. Il était capable de s'occuper de sa voiture, de se glisser dessous. On l'avait vu passer à grande vitesse à moto sur la voie rapide. Ce n'était pas un vieil homme fragile. Il était en pleine forme. Il pouvait encore s'avérer dangereux si une personne qu'il ne connaissait pas tentait d'entrer en contact avec lui. Comme c'était un lieu public, on espérait pouvoir obtenir un échantillon de l'ADN de DiAngelo sans difficulté. J'ai demandé à notre labo de l'analyser en priorité et j'ai dit à mon adjoint de m'appeler dès qu'il aurait les résultats. L'analyse de l'échantillon prélevé sur la voiture de DiAngelo a révélé un mélange de plusieurs ADN. Quand on travaille à partir d'un prélèvement effectué sur une surface touchée par plusieurs personnes, ce n'est pas rare. Mais le profil principal, celui de la personne dont l'ADN était majoritaire dans ce mélange de profils génétiques, était identique à celui du Golden State Killer sur la plupart des marqueurs. On avait vu DiAngelo toucher cette poignée de portière. Et on était arrivé jusqu'à lui par la généalogie génétique. Alors pour moi, ça ne faisait plus aucun doute. On avait bien affaire au Golden State Killer.
Ça fait partie de ces moments qu'on n'oubliera jamais. J'ai immédiatement appelé le shérif. Et à partir de là, tout est devenu surréaliste. C'était complètement fou. J'ai reçu un appel du sergent alors que j'étais au volant. Et j'ai explosé de joie à cette annonce. Je n'arrivais pas à croire qu'on avait enfin progressé dans l'enquête. Peu de temps avant, je pensais que c'était fini, qu'on n'y arriverait jamais. Tout le monde était persuadé qu'on avait arrêté la bonne personne, mais on a décidé qu'il valait mieux prélever un deuxième échantillon, pour être sûr. On savait que cette affaire était très importante. Elle était même historique. Il y avait tellement de victimes. Vu les enjeux, c'était plus sage d'essayer d'obtenir un deuxième échantillon. Le lundi était le jour de ramassage des poubelles. Le bureau du shérif de Sacramento a réussi à récupérer un mouchoir usagé qui a été envoyé au labo pour analyse. Le labo a traité cet échantillon en priorité. Et ils ont réussi à obtenir un profil génétique complet à partir de ce mouchoir. Il était parfaitement identique à celui du Golden State Killer. On savait maintenant que Joseph DeAngelo était bien le tueur recherché. Il ne nous restait plus qu'à passer à l'action pour le placer en garde à vue. On en a eu la confirmation à 18 h le lundi et les mandats d'arrêt ont été établis dans la nuit. Le bureau du shérif de Sacramento a pris la tête des opérations avec le soutien du FBI. L'opération a été minutieusement préparée. On ne s'est pas contenté d'apparaître chez lui. Vu l'historique du Golden State Killer, on savait qu'il avait une certaine propension à la violence. Quand il était acculé, il n'hésitait pas à recourir aux armes. Et M. DeAngelo possédait plusieurs armes autorisées. Même s'il avait 72 ans, il pouvait très bien tirer sur les policiers qui se présenteraient chez lui. Il pouvait aussi choisir de se suicider et on ne voulait pas qu'il en ait la possibilité. Alors on espérait qu'il s'éloigne de sa maison, où il serait plus exposé. Et alors, l'équipe pourrait l'interpeller et le conduire en garde à vue en toute sécurité avant qu'il ait le temps de réagir. Moi, j'étais de retour au poste, dans la cellule de crise. On était une bonne vingtaine à ce moment-là. On écoutait la radio pendant que l'équipe en charge de l'arrestation se mettait en place. On ne voyait rien, mais on écoutait ce qui se passait. Alors on pouvait assez bien imaginer la scène. Il disait qu'il l'avait repéré pas loin de chez lui. Visiblement, il était sur le point de rentrer, et il fallait à tout prix éviter ça. Alors le feu vert a été donné. L'équipe pouvait procéder à l'arrestation. Il fallait intervenir. Et puis, il y a eu un grand silence. On aurait entendu une mouche voler. C'était presque un moment historique. C'était le mardi. On était dans la cellule de crise et l'ordre d'intervenir a retenti dans nos radios. L'arrestation allait avoir lieu. Tout le monde retenait son souffle. Dans ce silence, on pense forcément au pire parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde va bien ? Et tout à coup... Le suspect a été arrêté. Tout le monde a sauté de joie. C'était un sentiment indescriptible, extraordinaire. Au bout de 44 ans d'espoir et de déception, on tenait enfin notre homme. DeAngelo était sorti devant chez lui. Ils avaient réussi à détourner son attention et à l'emmener rapidement en garde à vue. Personne n'avait été blessé. Et il avait pu être évacué aussi vite que possible. Après toutes ces années, on n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Tant d'efforts pour en arriver là. Enfin, un homme avait été arrêté pour des crimes qui étaient restés impunis pendant plus de 40 ans. C'était surréaliste. C'était la première fois que je le voyais en personne. Je cherchais cet homme depuis 24 ans, et tout à coup, il était devant moi. Il était beaucoup plus imposant que ce que j'avais imaginé. Il a été conduit en salle d'interrogatoire, et je l'ai observé via la caméra. Il est resté figé, assis dans la même position pendant 1 heure. Je n'avais jamais vu quelqu'un rester aussi immobile pendant aussi longtemps. L'homme présent dans cette salle était accusé de nombreux crimes, tous plus horribles les uns que les autres. Et j'étais à peine à 3 mètres de lui. C'était surréaliste.
La nuit a été très longue. Il ne voulait pas parler. Tous ceux qui ont eu besoin de l'interroger l'ont fait, ou du moins ont essayé. Au final, il a été incarcéré. Mon téléphone a sonné, c'était le shérif Scott Jones. Il m'a dit « Je voulais simplement te prévenir qu'on a identifié le violeur des quartiers Est ». Et ma première réaction a été de répondre « Tu plaisantes ?» J'ai été prise de court. Je n'avais jamais imaginé que cette situation pouvait se produire de mon vivant. Sur le moment, j'ai été surpris, mais au fond, pas tant que ça. Et ensuite, j'ai surtout ressenti un profond soulagement. C'était viscéral. Je n'avais jamais éprouvé ça avant. La première victime à qui j'ai parlé, c'était la toute première de la série. Je ne vais pas vous mentir, j'ai fondu en larmes et je lui ai demandé « Vous êtes sûr qu'il ne s'en sortira pas ?» Elle a répondu « Certaine. » On l'a eu pour de bon. Alors j'ai dit « C'est tout ce que je voulais savoir. » Ça a été une surprise pour la plupart des victimes. Mon mari m'a appelé. Il a dit... Ils l'ont attrapé. J'ai pas pu dire un mot. Tellement j'étais émue. J'ai ressenti plein d'émotions contradictoires en même temps. Mais il n'y avait pas de joie. Ça ne m'a pas fait plaisir. J'étais terrifiée. Et si je le connaissais? Si c'était une connaissance de mes parents? J'étais paralysée, incapable de réagir. Le mardi soir, j'ai reçu un appel de Tony Rakokas, le procureur du comté d'Orange. Il m'a dit « On l'a arrêté. L'ADN correspond, on va donner une conférence de presse demain matin. Pouvez-vous sauter dans un avion pour être à Sacramento à midi ?» J'ai répondu « Évidemment. » For over 40 years, countless victims have waited for justice. We found the needle in the haystack, and it was right here in Sacramento. Joseph James DeAngelo has been called a lot of things by law enforcement. Today, it's our pleasure to call him defendant. After all these years, the haunting question of who committed these terrible crimes has been put to rest. It is time for the victims to begin to heal. Sleep better tonight. He isn't coming through the window. C'était un moment extraordinaire pour nous. Et c'était très émouvant. Une fois la conférence de presse terminée, je suis reparti en voiture. Et pendant le long trajet de retour, seul avec mon burger, j'ai craqué 4 ou 5 fois. En repensant au moment où j'ai reçu l'appel m'annonçant que Keith et Patty étaient morts. On a appris la nouvelle le 21 août, le jour de mon anniversaire. C'était incompréhensible. Ça n'avait pas de sens. On avait dû entrer dans la maison. Il y avait de la poudre pour relever les empreintes digitales absolument partout. Tous ces souvenirs sont remontés à la surface. J'ai acheté des roses et je me suis rendu sur la tombe de Keith et de Patty. Je leur ai simplement dit, ça y est, on l'a retrouvé. J'ai regardé la conférence de presse. C'était perturbant de voir un visage. Avant, mon agresseur n'était qu'un fantôme, le fruit de mon imagination. Son visage avait toujours été masqué, il n'était pas réel. Alors ça a été très compliqué pour moi de mettre les traits d'un véritable être humain sur une silhouette qui jusque-là n'avait ni forme ni nom. C'était vraiment dur. Ça rendait les choses réelles. Tout ça m'était vraiment arrivé. On en avait maintenant la preuve.
Pour la plupart des gens, c'était un matin comme les autres. Ils sont allés au travail ou à l'école, comme d'habitude. Et puis l'information est sortie et c'est devenu l'actualité la plus brûlante du pays. Police do believe they have their man. Investigators believe this man is one of the most notorious serial killers and rapists in the country. Linked to 12 murders, 50 rapes, and over 100 burglaries, the East Area rapist eluded investigators for decades. Now, there's a suspect, Joseph DeAngelo. Robin, what a scene here in the neighborhood where police are going through the suspect's house collecting evidence. Il y avait le FBI, des voitures de police, des tas de gens devant la maison. C'était surréaliste. On ne comprenait rien à ce qui se passait. J'ai vécu toute ma vie dans la maison qui se trouve derrière celle de Joseph DeAngelo. Quand Joe a été arrêté, tout le quartier a été épouvanté. Il y avait un monstre qui vivait là et on ne le savait pas. Le jour de l'arrestation, c'était le chaos. Il y avait une vingtaine, voire une trentaine d'agents du FBI et de policiers. Toutes sortes de gens étaient absorbés par leur travail dans la cour. J'ai aperçu le FBI dans le jardin. Ils avaient mis la maison sans dessus-dessous. Ils avaient arraché la moquette et trouvé plusieurs armes. Ils sont entrés dans son abri de jardin, qui devait aussi servir de cabane à sa petite fille. Ils en ont sorti plein de petits meubles roses. Il y avait un verrou à l'intérieur. Ça m'a paru bizarre. Pourquoi avait-il besoin de s'enfermer? Ils ont creusé des petits trous dans tout le jardin. Rien de spectaculaire, mais ils devaient chercher quelque chose de précis. On aurait dit qu'une taupe folle avait creusé des galeries un peu partout. Quand j'ai découvert que mon voisin était un tueur en série, ça a été un choc. J'ai réalisé qu'on ne connaît pas ses voisins. On croit cerner les gens, mais on n'a aucune idée de qui ils sont vraiment. L'ADN de Joseph DeAngelo était exactement le même que celui prélevé sur les scènes de crime du Golden State Killer. Pour certains, ça confirmait qu'il était bien le coupable qu'on cherchait. En tant qu'enquêteur, j'étais aussi convaincu que c'était bien lui. Mais maintenant, il fallait qu'il soit jugé. For decades, he was a mysterious criminal hidden behind a mask. Now the search is over and a new phase begins in the courtroom. Quand je l'ai vu entrer en chaise roulante, je n'y ai pas cru une seule seconde. Ça ne lui ressemblait pas. Pas du tout. An attorney for DeAngelo says the 72-year-old is depressed and fragile. DeAngelo looks tired, he blinks heavily, and at times struggles to keep his eyes open. J'ai su immédiatement qu'il jouait la comédie. Beaucoup de gens l'avaient vu se déplacer dans le quartier comme un quinquagénaire robuste. Il conduisait sa moto à grande vitesse. Il faisait de la mécanique sur la voiture de sa fille. Et quelques jours plus tard, il était en chaise roulante. Is Joseph James DeAngelo your true and correct legal name? I'm sorry? Yes. Pour moi, il préparait sa défense. C'était stratégique. Il cherchait à réduire la peine qui allait lui être infligée. Joe DeAngelo n'est pas un homme fragile. Alors quand je l'ai vu en chaise roulante, je ne l'ai pas reconnu. Ce n'était pas le Joe que je connaissais. Le Golden State Killer a été identifié comme l'auteur de plus de 50 agressions sexuelles et plus d'une douzaine de meurtres. Il a sévi dans de nombreuses juridictions en Californie sur près de 650 km. Je peux vous donner le nom du Golden State Killer. Facile, c'est Joseph James DeAngelo, mais sa personnalité est bien plus complexe. Maintenant que DeAngelo a été identifié, on commence à y voir un peu plus clair. Il était fils de militaire. Son père était dans l'armée de l'air. C'est pour cette raison qu'il a grandi en Californie. Au départ, son père était en poste dans le sud de l'État avant d'être envoyé sur la base aérienne de Mazer. C'est un détail qui a son importance, parce que des années plus tard, 5 des 15 premières agressions du violeur des quartiers Est ont eu lieu dans la zone qui fait face à la base aérienne.
D'Angelo connaissait bien ce secteur. C'est là qu'il avait passé son enfance, ou du moins son adolescence. Après le lycée, il est entré dans la marine. Il a été en poste sur différents navires pendant la guerre du Vietnam. Il a grandi dans une famille de militaires et a rejoint l'armée. C'est très cohérent avec le profil psychologique qu'on avait établi pour lui. C'était quelqu'un de rigide, avec des habitudes. Il a passé des heures dans sa voiture à traquer et surveiller ses prochaines victimes. En sortant de l'armée, D'Angelo s'est inscrit à l'université, au Sierra College, et s'est fiancé à une femme qui se prénommait Bonnie. On a toujours su qu'il y avait une femme importante dans la vie du coupable qui s'appelait Bonnie. Lors d'une agression en juillet 1978, il avait prononcé ce nom. Pendant qu'il violait sa victime, il sanglotait et répétait en boucle « Je te hais, Bonnie ». À un moment, Bonnie a rompu leurs fiançailles. On ne sait pas pourquoi. Cette femme a eu du flair. À l'époque déjà, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Bravo à elle de lui avoir dit « C'est fini, je ne veux pas que tu fasses partie de ma vie ». Après ça, il est allé à l'université de Sacramento et a obtenu une licence en droit pénal. Il avait de bons résultats, alors il a décidé de rejoindre la police. Je ne sais pas s'il avait anticipé ces crimes au point d'envisager de devenir policier pour pouvoir les commettre sans être inquiété. À mon avis, ce qui l'attirait, c'était surtout le pouvoir et le sentiment de contrôle que ça lui donnait. La ville de Roseville se trouve à 15-20 minutes de Rancho Cordova, en Californie. Il a trouvé un stage dans la police de Roseville. C'est là qu'il a appris les ficelles du métier, et notamment tout ce qu'il savait sur les empreintes digitales. C'était le meilleur moyen de se renseigner avant de commettre ses crimes. Après son stage dans la police de Roseville, il a répondu à une offre d'emploi dans la police d'Exeter, dans le comté de Tulare, pas très loin de Visalia. Dans les années 70, Exeter était une petite ville de 5000 habitants. Pratiquement tout le monde travaillait dans l'agriculture. Les gens étaient assez isolés. J'ai été policier à Exeter pendant 30 ans. C'était un endroit tranquille. Il y avait quelques cambriolages et des petits vols, mais c'était à peu près tout. Il arrivait parfois que de fortes têtes boivent un peu trop et causent quelques ennuis. Mais ça n'allait jamais très loin. Joseph D'Angelo avait de la famille ici. On a retrouvé dans les archives du Exeter Sun un article qui mentionnait qu'il avait passé du temps chez eux. Joseph D'Angelo avait été embauché par la police d'Exeter le 18 mai 1973. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai trouvé qu'il avait un visage poupin, surtout par rapport à moi qui suis tout ridé. Il s'est fiancé à Sharon Huddle. Je crois qu'elle était encore à Citrus Heights à l'époque. Je n'ai jamais rencontré sa femme, je ne la connaissais pas. C'était quelqu'un de très secret, on ne savait pas grand-chose de lui. Il était toujours sérieux, il ne plaisantait pas comme le reste de l'équipe. Quand on riait à une blague, il la trouvait rarement drôle. Dans la première moitié des années 70, les effectifs d'Exeter étaient assez limités. Il n'y avait qu'une poignée d'agents, un chef et un sergent. Il patrouillait, et quand on est à ce poste, on travaille tous les jours de la semaine. Il n'y avait qu'un seul policier de patrouille pour toute la ville. Il n'avait pas d'itinéraire spécifique. Il se contentait de rouler au hasard dans les rues et d'intervenir si besoin. Joe a demandé à devenir inspecteur. Il est passé d'agent de patrouille à enquêteur, avec des horaires de bureau classiques, en journée. Ce travail lui a permis de gagner sa vie tout en se libérant du temps pour rôder la nuit. Un jour, je lui ai demandé « Joe, pourquoi tu es à Exeter? Vu les études que tu as faites, tu devrais être au FBI. » Il a rigolé et il a répondu « Il faut bien commencer quelque part. »
Avant que D'Angelo soit identifié comme le Golden State Killer au sein de l'équipe, on n'était pas tous d'accord. Pour certains, la série de cambriolages à Visalia était une autre affaire. Mais ensuite, le nom de D'Angelo a surgi, et il était policier à Exeter à l'époque où les cambriolages ont commencé à Visalia. La ville d'Exeter est située tout près de Visalia. Quand D'Angelo a déménagé, il ne s'est plus rien passé à Visalia et d'autres incidents ont commencé à se produire à Sacramento. Si on se fie à ses déplacements, on est fortement tenté de croire qu'il était bien le cambrioleur de Visalia. Les cambriolages ont tous eu lieu dans la même zone géographique et selon le même mode opératoire. Il y avait une connotation sexuelle parce qu'il fouillait les affaires personnelles de ses victimes. Il avait intentionnellement laissé des objets en évidence pour l'effet de choc qu'il produisait. Il y avait une dimension sarcastique qui révélait son arrogance et son désir de manipulation. Un an après l'entrée de Joseph D'Angelo dans la police d'Exeter, les effractions étaient nombreuses. Le chef Fry a promis aux habitants de la ville d'affecter un enquêteur exclusivement à cette catégorie de délits. Le 14 janvier 1975, le conseil municipal d'Exeter a voté la création d'un groupe de travail dédié au cambriolage, en collaboration avec la police de Farmersville. Joe D'Angelo a été choisi pour représenter Exeter au sein de cette équipe. Joe D'Angelo était un choix évident pour diriger n'importe quelle enquête au sein de la police d'Exeter. C'était le policier le plus qualifié. Il avait fait des études. S'il y avait eu un cambriolage une nuit, le lendemain, c'est lui qui s'occupait de l'affaire. La police l'a envoyé apprendre comment mener une enquête sur un cambriolage. Et une partie de la formation consistait à comprendre les méthodes des cambrioleurs. Il était payé avec l'argent des contribuables pour exceller dans le crime. Personne n'est mieux placé qu'un homme qui a cambriolé plus de 100 maisons pour expliquer aux habitants comment protéger leur foyer de ce fléau. Quand on y pense, c'est incroyable. La série de cambriolages à Visalia a atteint son apogée avec le vol d'une arme à feu en août 1975. Et ce revolver a été lié au meurtre de Claude Snelling en septembre de la même année. Une adolescente a été agressée à son domicile. Son père s'est réveillé au milieu de la nuit et est intervenu. Mais le suspect a tiré sur lui et l'a tué avant de s'enfuir. Après cet homicide, les recherches pour appréhender le cambrioleur de Visalia se sont intensifiées. L'affaire avait pris une autre tournure. Et puis, en décembre 1975, il y a eu un incident impliquant un policier de Visalia. Bill McGowan s'est retrouvé nez à nez avec le cambrioleur de Visalia. Mon père a dit qu'il avait un visage de bébé et qu'il se comportait aussi comme un petit enfant. Il pleurait, criait « Je vous en supplie, ne tirez pas !» Puis il a sorti une arme et a visé mon père. Le cambrioleur a tiré sur Bill McGowan et a réussi à s'échapper. McGowan était absolument certain qu'il s'agissait du cambrioleur de Visalia. Il l'a décrit et un portrait robot a été établi. Avec le recul, c'est le plus significatif de tous. A posteriori, je reconnais certains traits de Joe dans ce dessin. Quand on compare ce croquis aux photos de Joseph D'Angelo à l'époque où il était policier à Exeter, la ressemblance est frappante. D'Angelo devait être hors de lui. Ce dessin était son portrait craché. Il a dû avoir peur. Je n'ai pas cessé de me demander si je n'étais pas passé à côté d'un détail. Il reste une question essentielle. Que savait sa femme? Il a réussi à échapper à la police pendant plus de 40 ans. Il a vécu toute sa vie dans la même région, parmi les gens qu'il avait terrorisés. On habitait dans le même quartier. Je trouve ça terrifiant. Un jour, Joseph D'Angelo a laissé des menaces de mort sur notre répondeur. Il disait « Si vous ne faites pas taire votre chien, il y aura des morts dans votre famille. »